a déjà pris le micro. Monsieur l'échevin, chers amis, mesdames, messieurs, chers élèves, chers parents, bonjour. Je suis, comme d'habitude, ravi de vous accueillir pour ce spectacle annuel musical. Tout d'abord, j'aimerais remercier toutes celles et tous ceux qui ont participé à ce spectacle. Cédez la place et le micro à Monsieur l'échevin qui va vous dire un petit mot. Merci Monsieur le Directeur, bonjour à tous. C'est toujours un plaisir d'être devant vous pour un spectacle de l'Académie de musique. Je vous souhaite un très bon spectacle et une bonne après-midi.
Cher public, aujourd'hui nous vous présentons des pièces qui font partie des plus célèbres pages musicales. Que ce soit dans le domaine de la musique classique, de la musique de variété, de la musique populaire, ces œuvres ont connu le succès et le connaissent encore. Elles suscitent toujours l'engouement du public. Nous espérons donc que vous passerez un agréable moment avec Le best-of de la musique. Né à Vienne en 1825, Johann Strauss est le fils aîné du compositeur du même nom. Ses frères sont également compositeurs. Cependant, Johann Strauss, fils, est le plus célèbre. On le surnommera le roi de la valse. Son père ne souhaite pas qu'il entreprenne une carrière musicale. Il veut qu'il devienne employé de banque. Mais avec le soutien de sa mère, il effectue des études musicales et obtient le permis officiel de donner des concerts publics avant d'avoir obtenu sa majorité. Il est nommé en 1848 chef de musique municipale à Vienne. Par la suite, il accédera au poste prestigieux de directeur de la musique du bal de la cour. Il décède en 1899. Il composa des valses, polkas, marches et des opérettes dont la plus célèbre est La Chauve-souris, suivie par le Baron de Cigane. Celle-ci ne manque pas à la règle des opérettes viennoises, un enchaînement de valses, mazurka, polka et czardas. L'opérette, proche de l'opéra comique Der Zigeuner Baron, en français le Baron de Cigane, est une pièce en 3 actes. La première, donnée la même année, rencontre un vif succès. Barinkai, de retour d'exil, espère rentrer en possession de ses terres, désormais occupées par l'éleveur Soupane. Devra-t-il pour cela épouser Arsena, la fille de Soupane, ou se laissera-t-il charmer par la mystérieuse tzigane Safi? Y a-t-il vraiment un trésor caché quelque part dans les ruines? Vous le découvrirez si vous poussez un jour la porte d'une de ces représentations, ce que nous vous conseillons. Voici donc, pour vous donner envie, une jeune pianiste de la classe de Madame de Wild dans une valse extraite de cette œuvre. Pourrais-tu me dire le lien entre le Samsung Galaxy S4 et le cours d'histoire de la musique? La marque de téléphone de la prof? Non. Alors quoi? Regarde et écoute.
est un extrait d'un des célèbres concertos pour violon d'Antonio Vivaldi, les 4 saisons. Il s'agit ici du 3e mouvement presto du concerto L'été. Aucune voix off dans cette pub où toutes les caractéristiques du téléphone sont présentées sous forme de texte et de musique. Les 4 saisons est le nom attribué aux 4 concertos pour violon composés par Antonio Vivaldi au début du XVIIIe siècle. Indéniablement, il s'agit de l'œuvre la plus connue du compositeur italien qui a été maintes et maintes fois utilisée comme musique de film ou de présentation publicitaire. Il s'agit néanmoins d'une œuvre extrêmement poétique narrant l'évolution des saisons. L'œuvre est basée sur 4 sonnets qui ont été attribués à Vivaldi et qui décrivent le déroulement des saisons. Il faut souligner que le thème des 4 saisons est à la fois simple et populaire, puisqu'il concerne chacun d'entre nous dans toutes les périodes de notre vie. En même temps, il se rattache à une symbolique riche et complexe qui renvoie au symbolique du nombre 4, à la planète vivante de ces 4 éléments, l'air, l'eau, le feu et la terre. Vivaldi a su insuffler une forme de dialogue entre un soliste, le violon, avec le reste de l'orchestre. Étrangement, il aura fallu attendre la fin des années 1940 pour que cette œuvre trouve enfin le succès qu'on lui connaît aujourd'hui. La classe de flûte va vous interpréter un thème issu du printemps et de l'automne. La classe de violon jouera quant à elle un extrait de l'hiver.
Le poème « Hymne à la joie » est un poème de Schiller, écrit en 1785. Le poème célèbre l'idéal de l'unité et de la fraternité humaine. Ce poème a servi comme argument au final du 4e et dernier mouvement de la 9e symphonie de Beethoven. Ce morceau est devenu l'hymne officiel de l'Union européenne. Cette ode à la joie correspond aux idéaux fraternels de Beethoven. L'homme pour tout homme est un frère. Voici donc joué par quelques flûtistes de notre académie le thème de cet hymne à la joie. Je suis une partie d'un opéra très connu qui fut créé en 1875. Je suis considéré comme l'opéra français le plus joué au monde encore actuellement. Mon histoire se déroule à Séville au début du 19e siècle, alors, vous trouvez? Le livret de l'histoire est basé sur une nouvelle de Prosper Mérimée. Mon compositeur est Bizet. Je suis une histoire d'amour entre un gars, Don Projet, chanté par un ténor et un toréador, Escamillo, et une bohémienne, Cigarière. Allons, facile. Cette cigarière se nomme Carmen. Mais oui, bien sûr, il s'agit de Carmen de Bizet. Le morceau que vous allez maintenant entendre s'intitule L'amour est un oiseau rebelle. Il est basé sur un rythme récurrent et typique d'Espagne, connu sous le nom de habanera. Pam 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 pam. La sonate pour piano numéro 16 de Mozart est sans conteste
l'une des plus célèbres. Mozart l'a composée en 1788 pour les pianistes débutants et est parfois surnommée Sonata Semplice. Bien qu'effectivement, le thème présenté d'emblée par le pianiste nous paraisse simple, cette sonate ne regorge pas moins de traits rapides et virtuoses pour le pianiste. Et comme toutes les œuvres de Mozart, elle se montre d'exécution délicate et d'interprétation redoutable. Pour vous, cet après-midi, c'est Manon Lamar, élève de la classe de piano de Madame Belli, qui se lancera dans l'exécution de cette œuvre. Pour piano en La mineur composé par Ludwig van Beethoven en 1810. On ne sait pas vraiment qui était Élise. Selon une des hypothèses les plus probables, Beethoven aurait initialement appelé ce morceau pour Thérèse. Thérèse aurait peut-être été une ex-fiancée de Beethoven qui l'aurait déconduit lors de sa demande en mariage. Quand l'œuvre a été publiée en 1865, l'éditeur qui l'a découverte aurait alors mal transcrit le
titre illisible En pour Élise. Cette pièce aurait eu le même succès s'il s'était appelé La lettre à Thérèse. Cette petite pièce est de forme ronde, à savoir une pièce avec un refrain alternant avec 2 couplets. Vous entendrez donc, à 4 reprises, le refrain, qui est un air très connu et qui a déjà été à de maintes fois utilisé. Reste que si Beethoven n'a jamais écrit de lettre à Élise, il n'en a pas moins composé une fort jolie mélodie en souvenir d'une jeune fille qu'il a peut-être aimée ou cru aimer, et qui ainsi, sous son faux prénom, demeure à jamais dans la mémoire des mélomanes. Et ce, sans qu'elle ait sans doute jamais entendu. Thérèse mourut en 1851, 16 ans avant la publication de cette lettre à Élise. compositeur américain, né en 1924 et décédé en 1994. Ce n'est pas cet extrait de Mancini que nous allons vous proposer cet après-midi,
mais bien d'une de ses œuvres les plus connues, Moon River. Elle fut écrite spécialement pour Audrey Hepburn pour le film Diamant sur canapé. Cette chanson parle d'une rivière très large qui coule près de Savannah en Géorgie. Elle exprime une certaine nostalgie pour la vie dans le sud des États-Unis. Compositeur russe, Tchaïkovski est né en 1840 dans l'Oural, d'un père ingénieur des mines et d'une mère d'origine française. Des études de droit le destinent à une brillante carrière mondaine, mais en 1863, il abandonne son poste de ministre de la Justice pour se consacrer entièrement à la musique. Il devient professeur au Conservatoire de Moscou en 1866, année où il écrit sa première symphonie et le Lac des Cygnes. Tout au long de sa carrière, Tchaïkovski manifesta un intérêt plus prononcé pour la musique théâtrale que pour la musique symphonique. Il composa 9 opéras, dont 2 inachevés. C'est avec le ballet, genre considéré comme mineur à l'époque, que Tchaïkovski trouva sa forme d'expression la plus appropriée. Le Lac des Cygnes le rendit célèbre, ainsi que La Belle au Bois dormant et Le Casse-Noisette. Le Lac des Cygnes fut composé à la manière d'un poème symphonique d'après un livret qui fut certainement le fruit de la collaboration entre le directeur du Grand Théâtre de Moscou, le maître de ballet et Tchaïkovski lui-même. Ce livret est inspiré d'une ancienne légende. La première eut lieu au Bolchoï de Moscou le 4 mars 1877, mais dans cette version, des passages de l'œuvre de Tchaïkovski avaient été supprimés. La version intégrale du Lac des Cygnes fut jouée la première fois en 1895, 2 ans après la mort de Tchaïkovski.
Si vous avez récemment vu le film The Black Swan avec Nathalie Portman dans le rôle principal, vous ne pouvez qu'avoir été ému par cette magnifique musique. Voici donc, pour apprécier un extrait de cette œuvre, les élèves de la classe de clarinette et saxophone de M. Mandelier. Pour notre best-of de la musique, la classe de guitare de M. Baillet s'est intéressée à la musique espagnole, dont l'instrument de prédilection est sans doute la guitare. La malaguena est un rythme traditionnel et typique espagnol, et particulièrement de la région de Malaga. Elle a été créée au XIXe siècle à partir d'une danse accompagnée de chants. Le flamenco est un genre musical, ou une danse, provenant d'Andalousie et datant du XVIIIe siècle. À l'origine, le flamenco consistait en un simple chant a cappella, avec des claquements des mains pour accompagner la musique. La percussion se fait souvent avec le cajon et est accompagnée des pieds. Le rythme caractéristique de cette musique est percussif et peut être suivi de battements donnés sur la table d'harmonie de la guitare. Depuis 2010, le flamenco est reconnu comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO. Les compositeurs de musique classique du 19e et 20e siècle se montreront sensibles à cette musique populaire espagnole et essaieront de transcrire le timbre de la guitare dans leurs œuvres. Comme plus tard Cocteau, qui voulait entendre les guitares de Picasso, les musiciens devront rêver leur guitare, cet instrument mythique. On le trouvera alors dans Soirée en grenade, dans la Habanera de Ravel et la Sérénade interrompue. Celle-ci porte même cette indication en exergue, quasi guitara. On le retrouve également chez des musiciens très éloignés de l'Espagne, comme Rimsky-Korsakov. Et bien évidemment, chez les Espagnols, l'Asturias d'Albéniz aurait pu et aurait dû être écrite par un guitariste. Dans l'introduction de L'Amour sorcier, on peut voir tout le mal que se donne Falla pour rendre à l'orchestre un effet guitaristique par excellence. Voici donc deux danses populaires espagnoles interprétées par la classe de guitare de M. Baillet.